De retour sur le plateau de votre quotidienne KNF, et oui, tous les jours midi, 18h, 23h, sur la chaîne numéro 23 de votre satellite, mais aussi sur la chaîne numéro 7 de la box SFR. On vous parle un peu de tout ce qui se passe en Guadeloupe, et on en parlait, sargasses, satellites, etc., sciences, recherche. Je reçois donc le parrain du club Sentinelle, il est avec moi. Il va nous expliquer un petit peu son domaine d'action. J'ai l'honneur de recevoir Gérard Esclaine. Qu'a nous fait? Eh bien... Comment on dit en marseillais? Comment ça va? Comment vas-tu? Il n'y a même pas l'accent. C'est un Marseillais, donc autant vous dire qu'il est ici chez lui. On va faire au moins 2 heures d'émission. Mais ça fait 20 ans que je vis en Guadeloupe. Oui, mais tu sais, c'est la même chose. Je comprends le créole. C'est vrai? Eh bien, qu'à nous fait? Comment... Mais je ne le parle pas. Je ne le parlerai que lorsque je serai suffisamment habile pour respecter cette langue. Je sens qu'on va s'amuser. Alors justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Qui es-tu, Gérard Esclaine? On t'a présenté comme le parrain de Sentinelle. Le fondateur. Fondateur même du club Sentinelle. Qui êtes-vous, monsieur? Ben, je suis un vieux professeur de physique en retraite, âgé de 79 ans aujourd'hui, et qui ai toujours été passionné par le domaine spatial. Ouais. En 1972, vous n'étiez pas né? Pas du tout, presque, mais pas du tout. Voilà. J'ai été nommé au lycée du Parc Impérial à Nice en 1971 comme prof de physique, et j'ai créé un club scientifique de télédétection. Okay. Et comme privilège, je vais vous amener une photo d'ailleurs, parmi mes jeunes de club, un peu comme ceux qui travaillent en Guadeloupe maintenant, j'ai eu des élèves qui ont largement dépassé le prof, et c'était mon objectif, à essayer de les amener vers l'excellence, et en particulier l'astronaute, un des premiers astronautes français, spationaute, Patrick Baudry, venait chercher ses animateurs du Space Camp à Cannes dans mon club. Oh, d'accord, donc l'espace, c'est un truc qu'il connaît, effectivement. Est-ce que ça fait 20 ans justement que vous êtes en Guadeloupe, est-ce que les jeunes Guadeloupéens, même les Guadeloupéens, sont intéressés par tout ce qui est déjà physique et tout ce qui touche au domaine spatial? Alors, l'avantage de cette formation, cette initiation, puisque je me suis donné comme rôle, même si je suis retraité, j'ai pensé égoïstement, parce que c'est une passion, qu'il était dommageable de laisser passer ce savoir et ce savoir-faire pour ne pas le transmettre aux jeunes Guadeloupéens qui seront les forces vives bientôt. Surtout pour une problématique qui est majeure en Guadeloupe, aussi bien au point de vue environnemental que écologique ou que même économique. Exactement. C'est fou, on a envie de l'écouter toute sa vie. Alors justement, lorsqu'on touche... À quoi justement on peut s'attendre lorsqu'on s'intéresse au domaine de la physique? C'est-à-dire que peut-être que ça peut paraître abstrait pour certains, ou même ennuyeux pour les plus jeunes, mais qu'est-ce qui est intéressant lorsqu'on devient professionnel un petit peu dans le domaine de la physique? Eh bien, tout simplement... il faut savoir rester sur Terre, bon sens du terme. Joli. Et j'ai souvenir quand j'enseignais, eh bien, je commençais toujours mes cours par une anecdote humoristique et par un événement qui permettait d'introduire le cours. Donc, effectivement, le pourquoi le soleil est rouge au levant, rouge au couchant, etc. Ben, tout simplement parce qu'il y a une traversée d'atmosphère qui est très importante et que l'atmosphère filtre le bleu, arrête un peu le jaune, et quand on arrive vers une grosse couche d'atmosphère, lorsqu'il est couchant, lorsque la Terre est là, que le Soleil se couche, enfin que la Terre bouge, c'est elle le satellite, eh bien vous avez une couche d'atmosphère qui est plus importante que quand le Soleil est au zénith. Donc on filtre une certaine quantité de lumière visible que le Soleil nous envoie, et lorsqu'il y a une grosse quantité, eh bien on reste sur le rouge. Bien sûr, les autres radiations qui sont invisibles pour l'homme, pour la femme aussi, et comme l'ultraviolet et l'infrarouge. Et avec nos jeunes, justement, le gros avantage d'utiliser les satellites, c'est qu'ils ont des bandes spectrales d'observation que l'on peut sélectionner avec chacune de ces bandes un message potentiel. L'activité chlorophyllienne, la fluorescence, qui est liée
à la chlorophylle. Et donc on travaille avec nos jeunes qui sont là, avec des bandes spectrales de plusieurs satellites qui ont des définitions d'images de plus en plus fines. On part d'un satellite qui a 1 km de pixels, Picture Element. Hein? Donc quand il y a effectivement un radeau qui fait 300 mètres de sargasse, ça ne fait même pas un pixel, donc on ne le voit pas. Alors on passe sur des satellites qui sont de plus en plus définis. On passe sur des satellites américains qui ont une définition de 30 mètres. D'accord. Là, ça permet d'appréhender des radeaux lorsqu'ils font plusieurs dizaines, pour ne pas dire centaines. Et on termine le travail par des satellites à haute définition qui permettent de voir des pixels de 10 mètres. Et c'est à partir de ces trois choses, sachant que ces divers satellites n'ont pas la même répétitivité orbitale, par exemple les satellites à basse définition, 1 km, passent tous les jours sur notre site guadeloupéen, que les satellites de 30 mètres, c'est déjà une approche fine, passent tous les 8 jours avec Landsat 8 et 9, NASA, et que les satellites Sentinel-2 et Sentinel-3 de l'Agence spatiale européenne, les tout derniers, avec une définition de 10 mètres, passent tous les 5 jours. Donc nous avons les outils pour appréhender, et le Sentinel-3, en particulier, j'ai dû commettre une erreur, que les jeunes de la génération qui a précédé les jeunes que vous avez vus, sont allés à Nice et je les ai fait rentrer dans la chambre blanche où on fabrique les satellites et ils ont vu en fabrication Sentinel-3B qu'ils ont ensuite utilisé pour voir les images tous les jours. Excellent. Justement, comment est-ce que la technologie avance? On a l'impression qu'elle devient de plus en plus pointue. Un programme de type Sentinel, c'est pas par hasard si on a pris ce terme, un programme de type Sentinel de l'Agence spatiale européenne, c'est le programme Copernicus. Mais pour mettre en place ce programme, ce sont des programmes qui ont 10 ans d'avance. En particulier, le premier satellite qui a commencé à s'intéresser à la mer, c'est le satellite Envisat, qui avait un capteur MERIS dont les bandes spectrales étaient dédiées à l'observation de la mer. Eh bien, c'est l'Agence spatiale européenne et en particulier le chef de projet, M. Gaudin, hélas qui nous a quittés, qui était chargé de MERIS, et cet outil d'observation a été amélioré et mis dans les satellites de la génération Copernicus, Sentinel-2, Sentinel-3, etc. Et il y a des projets maintenant jusqu'à pour des dizaines d'années. Donc, mais quand un satellite est mis en orbite, il a fallu déjà le contrat financier, il a fallu les accords entre les États, il a fallu ensuite mettre au point les capteurs, et il a fallu les charges utiles, et il a fallu effectivement trouver un bon lanceur pour mettre en orbite ces satellites. Alors les satellites de télédétection dont a dû parler un de mes jeunes sont des satellites à basse altitude. Donc la station orbitale où était Pesquet est à 400 km. Les satellites d'observation que nous utilisons sont en moyenne à 700 km. 700 km. Et les satellites de télévision de météorologie sont géostationnaires à 36 000 km. Donc il est bien évident que les satellites de météorologie permettent de voir les gros nuages et autres, mais ils ne sont pas assez fins et nous avons choisi d'initier les jeunes. Je dis nous parce que j'ai été le fondateur du club en 2015. La jeune fille s'est trompée, c'est pas 2014. J'ai demandé l'autorisation au recteur Galap à l'époque. Étant retraité, je n'ai pas le droit d'entrer dans un établissement sans l'autorisation. Et c'est Madame de Russie, proviseure du lycée de Port-Louis, qui a accepté de me recevoir. Donc la première génération d'élèves a été opérationnelle en 2015. Et comme j'ai quand même encore gardé de cette aventure spatiale qui fait ma vie,
j'ai gardé des contacts au CNES, à l'agence spatiale. J'ai embarqué dans cette aventure un monsieur qui était un géographe, qui était responsable à Frascati, à l'ESRIN de Rome, agence spatiale européenne, et il est légèrement plus jeune que moi, et donc je l'ai embarqué dans cette aventure de façon tout à fait bénévole, et nous échangeons par courriel, puisqu'il vit à Zurich maintenant, nos observations, on les met en écriture, et nos observations, on les transmet également à l'ADEAL et à l'ADEME, systématiquement, car le travail que l'on fait, ce n'est pas hebdomadaire, c'est tous les jours. C'est fou quand même. Donc, si vous voulez, il y a, même, sachant que les observations satellites, c'est pas sur commande. S'il y a une grosse couverture nuageuse comme récemment, les images sont inexploitables. Exact. Donc il faut tenir compte de cela, mais ça fait partie du jeu. C'est fou. Quel est l'intérêt justement pour une île comme la Guadeloupe, justement de se tourner vers les observations du ciel? À mon sens, avec le recul maintenant, c'est pour ça que j'ai entendu Damien parler un petit peu des projets, avec beaucoup de recul. Hein, si vous voulez, le problème c'est que l'on parle de barrages flottants ou déviants, que l'on parle d'aller récupérer en mer, point d'interrogation, là je suis beaucoup plus sceptique, que l'on parle d'aller ramasser dès que les algues se sont échouées et qu'elles commencent à se décomposer dans les 24 heures, produisant les 3 gaz toxiques, le méthane, l'ammoniac et l'hydrogène sulfuré, qui sont l'œuf pourri. Il est bien évident que il s'agit pour des Guadeloupéens qui ont l'habitude de faire des fêtes religieuses traditionnelles au bord de plage, de ne pas aller mettre des enfants proches de ces sargasses en décomposition, car plus tard peut-être auront-ils des problèmes d'asthme, etc. Donc l'information est importante. Deuxièmement, dans la mesure où ces algues deviennent problématiques depuis 2011 et que, à mon sens, la déforestation de l'Amazone et la déforestation du Congo, pour faire du lithium pour les batteries de voitures, entre autres, les effluents des deux se rejoignent avec les courants et, comme pour faire de la production intensive de plantes pour faire une production intensive, on met beaucoup de phosphate et nitrate qui sont des fertilisants. Et tous ces nitrates et phosphates partant de l'Amazone se trouvent là-dedans et ça fait une maternité pour les sargasses qui sont des algues et qui adorent ces produits. Donc si vous voulez, l'ambiguïté c'est que, les effluents de l'Amazone et du Congo finissent par se rejoindre en raison des courants qui sont là, classiques, équatoriaux, nord-équatorial et sud-équatorial. Et il est bien évident que le milieu est tellement attractif que les algues explosent. On a réussi à identifier dans le parcours, sur une scène le 17 janvier 2017, je crois, avec les jeunes, on avait identifié, avec Jürg Lichtenegger, dont j'ai parlé, je crois, exactement. J'ai employé son nom, Jürg Lichtenegger, on avait identifié des gros radeaux de 150 km. Il y a des périodes vraiment où elles reviennent vraiment en masse? Ben oui, la période active, la période de sargasse, elle peut démarrer suivant les années, même en janvier. Et Damien, Victoria et Joshua, le plus ancien, puisqu'il était dans la génération 2015, qui apparaît dans le film qui est passé sur Guadeloupe Première. D'accord. Je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est dans Horizon. Ouais, tout à fait. Horizon, c'était à la... J'aime bien parce qu'il a fait de la pub pour la chaîne concurrente. C'est pas grave. Oh, ça dépend pour qui. On continue. Bon, eh bien, ces jeunes ont pu... c'était un deuxième film fait par France Télévisions qui était destiné à Guadeloupe Première, Martinique Première et Arte. Et c'était le deuxième film. Et le réalisateur, Thomas Delorme, m'avait appelé en me disant « Je suis mandaté pour faire un deuxième film
Est-ce que c'est la bonne période? Alors bien sûr, on a regardé nos images, on lui a dit, bah, écoutez, il y a 2 sites impactés en ce moment. La porte d'enfer d'Anse-Bertrand et Anse-Maurice. Donc le réalisateur est venu sachant qu'il y aurait matière à l'image. Ouais. Et les jeunes sont allés faire avec le réalisateur et votre serviteur ce qu'on appelle une vérité terrain. Toutes les hypothèses que l'on formule à partir de nos images spatiales en choisissant des bandes spectrales spécifiques, pour leur apporter un crédit, il faut aller vérifier sur le terrain que pratiquement dans la journée, alors maintenant il y a une certitude, il y a une expérience qui est acquise et on sait que les bandes spectrales que l'on utilise sont parfaitement dédiées. Ouais. Par contre, quand les sargasses, les influx arrivent, on ne doit pas dire, on doit employer des termes plus calmes pour ne pas affoler la population, on doit dire influx, ouais. Et quand elles s'échouent, eh bien, sur les images satellites, en ayant choisi des fréquences qui sont spécifiques de la chlorophylle, l'activité chlorophyllienne et de la fluorescence, ouais. Eh bien, on voit les algues qui s'approchent et quand elles s'échouent et qu'elles meurent, elles ne font plus la synthèse chlorophyllienne. À ce moment-là, il faut prendre d'autres bandes pour les distinguer. Okay. Donc, si vous voulez, le gros avantage pour un enseignant que je suis resté, je crois, c'est d'avoir là une matière interdisciplinaire, comme vous l'avez signalé dans le reportage avec mes jeunes. Il est bien évident qu'un physicien, c'est la boîte à outils. Le naturaliste est capable d'apporter le comportement des plantes. Le géographe est capable d'apporter sa connaissance. Et donc, l'idéal, c'est d'avoir une équipe interdisciplinaire ouais. Pour faire ce lien sans tricher. C'est de la véritable interdisciplinarité. Eh bien, si vous voulez, c'est quelque chose qui peut être passionnant et qui peut continuer à passionner un vieux monsieur que je suis, qui est égoïstement continue sa passion, mais a l'impression aussi de ne pas être tout à fait inutile en apportant le savoir et le savoir-faire aux jeunes. Pour notre team Sentinelle, il faut que je signale que nous avons sur Port-Louis une jeune professeure de physique ouais. Qui fait partie de notre team. Okay. Donc si on doit parler d'une équipe, il y a Jörg Lichtenegger, le spécialiste de l'Agence spatiale européenne, Christelle Jean-Lys, qui est professeure de physique, qui est la jeune, et le vieux serviteur que je suis. Il adore se dire vieux alors qu'il est jeune, on comprend tout ce qu'il dit, il vient. Et il faut arrêter de... Il n'y a pas de vieux, il y a des silver, il y a des expérimentés. Mais justement, est-ce qu'on a encore pour longtemps avec ces sargasses, cette sorte de... Est-ce qu'on en a encore pour au moins pour une dizaine d'années, voire plus? Moi, je pense que ça sera ouais. Même bien plus que ça. D'accord. Donc, on doit s'y habituer et limite apprendre à vivre avec. Écoutez, avec Bolsonaro au Brésil, la déforestation ne va pas s'arrêter là. Exact. J'ai retrouvé le nom du produit que l'on développe, le ouais. Soja. Le soja, voilà. Transgénique. Donc, si vous vous demandez pourquoi il place ça comme ça, YouTube, replay, début d'émission, il cherche un nom, c'est soja. Voilà. On soja transgénique. Transgénique. Et voilà. Ce qui est dramatique, c'est qu'on a interdit de le faire pousser en métropole, ouais. Alors qu'on l'importe pour les animaux. Et à l'échelle mondiale, Bolsonaro se frotte les mains. Tant pis si j'ai un contrat sur ma tête. Bolsonaro. Vous êtes en sécurité en Guadeloupe, il n'y a pas de souci. Très bien. Non, mais j'ai passé mon temps. Alors, je n'ai pas peur. Et le gros avantage d'être bénévole, c'est de pouvoir dire ce que je pense. Ouais. Donc, Bolsonaro délivre des terres qui sont brûlées sur place, ouais. Car emporter le bois riche, c'est trop coûteux, on le brûle sur place. Dans la partie qui a été déforestée, on met des pesticides comme pour éviter que d'autres plantes ne poussent, ouais. Hein, comme le Roundup. Ouais. Les pesticides comme le Roundup, rien ne pousse, okay. Sauf le soja transgénique ouais. Qui va pousser. Mais il pousse, c'est bien. Si on met des engrais pour faire une formation et qu'avec ces engrais, avec les bassins versants et l'Amazone qui charrie les effluents dans l'Atlantique, il est bien évident que dans ces pesticides, il y a à la fois, on retrouve dans les effluents de l'Amazone, outre les pesticides, on retrouve de l'arsenic, on retrouve du mercure, puisqu'il y a des prospecteurs de l'or, ouais. Des orpailleurs. Donc, si vous voulez, ce thème que l'on développe avec les jeunes
ouvre à un champ de réflexion et ouvre sur une démarche citoyenne. Ok. Mais c'est grave. Est-ce qu'on doit s'inquiéter pour notre futur? J'en suis convaincu. Et sachant que... Et je me dis, il dit ça calmement. Je suis convaincu, ok. Mais c'est certain. Ouais, d'accord. Et la déforestation actuelle pour les mines au Congo, qui participent à cet enrichissement en produits toxiques, eh bien, c'est là où je souris avec un petit peu de recul sur la fameuse voiture électrique. Il est bien évident que pour faire de la voiture électrique, il faut des batteries au lithium, pour l'instant. Et donc, il faut des mines de lithium. Dans des conditions dramatiques, on déforeste certains coins du Brésil, de l'Afrique, et tout ça se mélange, c'est une soupe qui est ingurgitée par les sargasses, et c'est la raison pour laquelle, même si dans le même film qui a été réalisé pour France Télévisions, mes jeunes et moi apparaissons et Madame Jean Lys en train de faire travailler les élèves sur ordi à Port-Louis, même si les Martiniquais produisent, comme beaucoup de Mexicains, de l'engrais à partir des sargasses qui s'échouent, à mon sens, c'est une aberration. Et on prépare, je crois que Damien l'a dit, on prépare, si on ne surveille pas ça, il faut analyser les sargasses. Elles ne sont pas les mêmes, si c'est la même variété, mais elles n'ont pas les mêmes compositions que les sargasses qui arrivaient avant 2011. Avant 2011, les sargasses apportaient des espèces juvéniles de poissons, les pêcheurs les attendaient, puis lorsqu'elles s'échouaient, ils les récupéraient pour ensemencer les champs, c'était un fertilisant, pas de problème. Actuellement, si on mélange des sargasses sans avoir fait l'analyse de ces produits contenus de mercure, arsenic, pesticides, etc., on va faire, avec la meilleure volonté du monde, une seconde aventure comme la chlordécone, et on va polluer des terrains agricoles qui pour l'instant ne le sont pas. Donc prudence, il est bon dans une recherche scientifique qui se tient, d'avoir un devoir de réserve, et avant de mettre sur le marché un produit pour donner l'impression qu'on utilise les sargasses qui arrivent, que c'est de la manne, il est bien évident qu'il faut être prudent. J'ai eu un dernier... Vous m'arrêtez si... Mais non, allez-y, on vous écoute, mais on est à fond là. Parce qu'en plus, les sargasses, elles reviennent très fort. Donc c'est très intéressant ce que vous êtes en train de dire. J'ai eu la possibilité un jour d'être appelé par ma compagne qui est guadeloupéenne. Et donc, elle me dit, tiens, il y a une émission sur les sargasses. Je ne donne pas le nom, je ne m'en souviens plus. C'était sur Guadeloupe Première. Guadeloupe Première avait invité un médecin qui est venu présenter les risques des sargasses lorsqu'elles se décomposent et autres. Tant qu'il est resté dans son domaine de compétence, rien à dire. Malheureusement, le ou la journaliste, je ne me souviens plus, à la fin de l'interview, lui a dit, mais à votre avis, que doit-on faire pour se protéger? Et il a donné, à mon avis, ce qui s'appelle, pour moi, une fausse bonne idée. Il a dit, c'est simple. FBI. Quand on voit arriver les sargasses, avant qu'elles ne s'échouent, on va au large, avec un bateau broyeur, on les broie. Comme ces sargasses ont des flotteurs qui les mettent en surface, les flotteurs étant détruits, elles coulent, terminé. Or, première critique qui me semble justifiée. Ces sargasses, malgré tout, abritent dans leur déplacement des espèces de poissons juvéniles et toute une vie dessus. Broyer les sargasses, c'est broyer tout ça. Deuxièmement, je suis en train de perdre mon fil. Deuxièmement, le fait de dire que broyer les sargasses, elles coulent, terminé, c'est une erreur. Il y a pas mal d'années, avec mes jeunes de Nice, j'avais envoyé une mission en Guyane pour regarder l'évolution du littoral qui était pris par ce qu'on appelle les palétuviers verts, etc., etc. Et avec Kourou, qui attire beaucoup de familles, de scientifiques qui sont sur la base du centre spatial guyanais, il y avait une plage où j'emmenais mes jeunes, qui était très belle. Et un jour, les sargasses sont arrivés et le propriétaire, le maire de cette, je n'oublie pas le nom,
hors public, je vous le dirai. Et donc le maire a dit, quand les palétuviers verts, qui sont les premiers à s'implanter, avec leurs racines pneumatophores qui filtrent les effluents de l'Amazone très chargés en particules, ça fait un pré-sol. Exact. Eh bien, comme les palétuviers verts, la première espèce, après les autres espèces s'implantent, mais les palétuviers verts étaient en train d'arriver, inquiet, il a envoyé les employés municipaux avec les tronçonneuses pour les couper. Et comme tout végétal, je crois, je ne suis pas naturaliste, il y a à la fois une reproduction sexuée et une reproduction par bouturage. Exact. Donc en Guyane, ça a amplifié les choses, et donc ce qui me permet de faire l'hypothèse que ce n'est pas la bonne solution. Excellent. Il vient de me donner une idée pour le prochain thème de mon émission. Exactement, bouturage, tout ça. Excellent. À mon avis, hein, je peux me tromper, je suis physicien. En tout cas, il y a pas de... En tout cas, ça nous fait peur tout ça. Hein. Mine de, faites attention. Donc, en gros, ne faites pas n'importe quoi. Il y a des solutions, il y a des hypothèses, mais aucune solution, en gros, fiable n'a encore été trouvée. D'autant que pour faire une production régulière, il faut obligatoirement être certain de l'approvisionnement. Et comme c'est aléatoire, une année peut-être plus dure que d'autres, l'année 2018 a été très dure. L'année 2015 également. L'année 2011 a commencé à inquiéter les gens parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de ces telles arrivées. Donc, et 2022, ça commence à faire peur aussi. Ben, en 2023, il y a eu une petite baisse. Il y a une petite baisse en... Ah, ben heureusement, vous avez entendu 2023, ça va. En fait, il faut venir au Non, non, je me suis trompé. 2003. Voilà. 2003. Mais 2022, c'est comment? Non, attendez, je me trompe encore. D'accord. 2011, c'est l'arrivée massive de sargasses qui a inquiété tout le monde. D'accord. 2015, j'étais invité à Basse-Terre, à la préfecture, je crois. On les voit tous arriver de Basse-Terre. Comme observateur, parce qu'il y avait 17 porteurs de projets pour trouver des solutions pour lutter contre ces influx sargasses. Bon, j'étais spectateur. J'avais déjà créé mon club, 2015. Et j'avais été invité par c'était Madame Herdan, qui était la responsable, pas la région, au conseil départemental. Elle m'avait invité, et il y avait le sous-préfet, je crois, il y avait les autorités et les porteurs de projets. D'accord. Alors je ne donne pas le nom non plus, mais ça m'avait fait sourire. J'avais à côté de moi une jeune... Si vous ne m'arrêtez pas, je suis très bavard. Hein. C'est qu'on veut connaître la suite de l'émission, parce qu'on a eu 2011. Moi, je suis toujours sur les dates. 2011, arrivé. 2015, on a eu peur. 2016, c'est revenu. Après, j'ai eu... Non, pas 2013. 2011, oui. 2012, il y a eu. 2013, ça a baissé. 2014 et 2015, c'est revenu. Et tout le monde s'est inquiété. Et là, il y a eu des financements pour des porteurs de projets. Il y a eu des salons, il y a eu des expos, il y a eu des porteurs de projets. Mais au final, si on écoute les conclusions, c'est pas très, très porteur tout ça. Non, parce que j'avais donc à côté de moi une jeune dame charmante et moi j'avais mon classeur avec mes images satellites. J'écoutais les porteurs de projets, et cette dame m'a demandé, puisqu'elle ne me connaissait pas et ils devaient se connaître entre eux, m'a dit: vous êtes qui vous? Alors bon, mais moi j'ai été interpellé, je dis: vous savez, je suis un vieux professeur de physique, je fais travailler les élèves de Port-Louis sur les images spatiales, et comme elle m'avait abordé, je lui ai posé la question, j'ai dit: madame, à qui ai-je l'honneur? Alors elle me dit: je suis porteuse de projet, monsieur, je vais monter en chaire tout à l'heure. Alors, comme c'était un intermède, je lui ai dit: mais pouvez-vous me dire quel est votre projet? Elle me dit: je veux faire de l'agar-agar avec les sargasses. Si elle entend elle va se souvenir désagréablement. Mais donc, ce qui s'est passé, c'est qu'elle venait dans mon chemin. D'accord. Je lui ai dit: mais finalement, son projet, il était... Je crois, madame, il était bien, que l'agar-agar, c'est un gélifiant et coupe-fin. On fait des flancs avec. Un coupe-fin. Mais je crois qu'on les extrait surtout d'algimates issus d'algues rouges. Or là, vous avez des algues brunes. Et je dis ensuite: est-ce que vous avez analysé ces produits? Or moi, j'avais fait analyser à Nice les échantillons de sargasses 2015 et j'avais les réponses avec l'arsenic, etc. etc. Il me dit: mais c'est pas la peine, il y en a toujours eu
Alors j'ai dit, mais madame, il faut voir les choses, parce que si vous mettez dans les aliments des produits qui contiennent de l'arsenic, du mercure, etc., c'est pas tellement digeste. Eh bien, cette dame n'a pas osé monter en chair pour présenter son projet, parce qu'elle a vu que j'étais capable de lever le doigt. Exactement. Voilà. Si vous avez un projet, un doute sur votre projet, allez voir le professeur. En tout cas, est-ce qu'on peut quand même si on veut échanger justement avec vous, savoir si notre projet est bon, une adresse mail, un numéro de téléphone pour vous contacter. De toute façon, je pense que c'est le même que tout à l'heure. On va rebalancer esclane.gerard@orange.fr. Sinon, le numéro de téléphone, c'est un portable 72 82 09. N'hésitez pas à l'appeler et à échanger avec lui. Je pense qu'il est toujours aussi passionné et qu'il va vous répondre comme il se doit. En tout cas, ce que je pense. Mais c'est important qu'on puisse échanger aussi. En tout cas, merci d'être venu faire un petit point sargasse sur le plateau parce que effectivement on en avait besoin. En plus, ça revient très 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 fort. On va vous réinviter très vite pour savoir si on peut arranger tout ça. Arranger, il est difficile de reforester. Ouais. Il est difficile de supprimer les mines et il est difficile de couper les subsides apportés par les extras internationaux comme Bayer qui a remplacé Monsanto pour produire le soja transgénique. Donc en gros, les amis, on est un petit peu dans la galère. Merci professeur. Mais un souvenir, oui, et quelque chose d'important, sur tout ce qui nous arrive de l'Est, sur l'arc antillais, avec Jurg, on a fait des petits calculs, c'est le géographe, on a la chance de ne pouvoir être atteint que d'environ 5 à 8% des algues qui arrivent. Okay. 5 à 8%. Ah ben heureusement. Et le reste passe dans la côte sous le vent et va atteindre le Mexique, Punta Cana, etc., etc., etc. Comme quoi on n'est pas les seuls dans la galère. Eh oui. Oui, puis après, même si on s'en débarrasse, même si on met des barrages flottants et qu'on dévie ces algues pour les envoyer aux petits frères, c'est égoïste. Mais bien sûr, on ne peut pas faire ça aux autres. En tout cas, merci professeur. Je vais vous réinviter. Je pense qu'on va se faire un petit tête-à-tête sur un petit peu tous les projets. Est-ce qu'on va démonter vos projets et on va mettre de nouveaux projets en place. Merci à vous. Ce fut un réel plaisir. Si vous êtes arrivé à la fin de l'émission, on vous rappelle bien entendu que le replay est déjà sur YouTube. Nous, on se retrouve bien entendu demain avec de nouveaux invités. Le temps bien sûr pour moi de remercier mon partenaire, celui qui m'habille. Je parle bien sûr de l'écrin, oui. Et oui, il faut descendre à Basse-Terre et demander Nathalie pour acheter cette magnifique chemise. On se donne rendez-vous demain, toujours sur la chaîne numéro 23. Merci professeur et à demain.